Então, como vai falar? Et donc on va pouvoir régler. Esse aqui é conta pena. C'est la roue qui va tourner. Si vous voulez, tiens, je vais descendre, je vais faire une petite explication générale, puis je vais essayer de tourner un peu après. Bonjour à tous. Bonjour. Je vois qu'il y a des nouvelles têtes, bienvenue au moulin. Je ne sais pas qui a entendu quoi. Donc je vais refaire une petite explication générale, puis on va essayer de le refaire tourner un petit peu. On est obligé de gérer parce qu'on n'a pas énormément d'eau. Hein, on arrive à la saison où évidemment là, notre petite réserve qui est alimentée par l'étang. Vous avez vu, il y a un grand étang en descendant, l'étang de Guédelon. Hein, il était déjà là avant nous, hein, qui alimentait cette rivière, qui va alimenter d'autres étangs. Donc évidemment, nous sommes dépendants du trop-plein de l'étang. Alors il y a 1 mois et demi, on a eu beaucoup trop d'eau. Hein, ça a tout ravagé ici, ça a tout arraché. La digue que vous voyez là-bas, elle est toute neuve, on l'a refaite complètement. Et puis maintenant on arrive à la saison où évidemment il y a un petit peu moins d'eau. Mais on va réussir à le faire tourner un peu. Et avant ça, je vais vous en parler. Donc vous avez là devant vous la réplique exacte d'un moulin du XIIe siècle. Mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit en fait du moulin de Tervet dans le Jura. Alors en fait c'est une des plus grandes découvertes archéologiques qui a été faite sur l'histoire des moulins du Moyen-Âge. Surtout des moulins hydrauliques, parce qu'évidemment un moulin hydraulique c'est quasiment que du bois. C'est toujours dans un milieu humide, donc ça traverse mal les époques. Et là, à Tervet, dans le Jura, en 2007, sur le chantier du TGV entre Dijon et Mulhouse, hein, c'est grâce au TGV qu'on a un moulin ici, c'est pas extraordinaire ça. Et donc les archéologues de l'INRAP, l'archéologie préventive, découvrent dans le sol, miraculeusement préservé, 200 éléments d'un moulin du Moyen-Âge. Comme je vous disais, quasiment que du bois, donc des pales, des chevilles, tous les éléments que vous avez en dessous du mécanisme, évidemment des fragments de meule. Donc il reconstitue ce qui est devenu donc l'aventure du moulin de Tervet, il reconstitue une maquette. Marilyn Martin, qui est la directrice du chantier, passionnée par les moulins depuis son enfance, décide d'aller les rencontrer sur le chantier. Ils connaissent déjà notre démarche à Guédelon d'archéologie expérimentale. Et on décide ensemble avec ces archéologues de reconstituer ici le moulin de Tervet, mais grandeur nature. Et de le faire fonctionner tous les jours, ce qu'on fait depuis 2 ans et demi maintenant. Il a fallu à peu près 2 ans pour le mettre en place. Donc évidemment, travail des charpentiers, un petit peu travail des ferronniers, des forgerons. Il n'y a que 2 éléments métalliques dans tout le moulin, ça je vais vous en parler. Et puis évidemment les meules à l'étage, qui ont été taillées par les tailleurs de pierre ici, qui vont nous permettre de transformer le grain en mouture, en farine. Donc voilà la raison de la présence du moulin ici et l'origine. Donc c'est la réplique du moulin de Tervet. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui doit être à peu près unique au monde. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter devant un moulin du XIIe siècle, mais qui est tout neuf. Voilà, qui est tout neuf et qui fonctionne tous les jours. Alors après le fonctionnement, comme je vous disais, on récupère nous un peu de l'eau du trop-plein de l'étang. Et on a construit ce petit coursier, ce petit bief en fait qu'on appelle le coursier. Vous allez voir, l'eau va courir dedans. C'est-à-dire qu'une faible quantité d'eau va me permettre d'accélérer l'eau ici dans cette partie, notamment la dernière partie qui se resserre sur la grande roue à pales. La grande roue à pales va être entraînée, va entraîner un arbre qui porte bien son nom, c'est vraiment un fût de chêne taillé dans la masse. À l'extrémité de l'arbre, vous avez une autre roue qui s'appelle le rouet, avec des petites dents qu'on appelle des aluchons. Et là, il y a une petite cage, il y a une petite cage qui s'appelle la lanterne. Et dans cette lanterne, il y a le premier des éléments métalliques, une grande barre de fer qu'on appelle le gros fer et qui remonte à l'étage. Et c'est à cet endroit-là, en fait, que toute l'énergie de la rivière est transférée ici à l'étage entre les 2 meules. Puisqu'évidemment, j'ai 2 meules à l'étage. Une meule qui s'appelle la dormante ou la gisante, une grosse pierre de 300 kg qui ne bouge pas. La barre de fer la transperce, c'est ajusté à cet endroit-là, la barre de fer devient ronde. Il y a même une petite boîte qui empêche le grain de retomber. Pourtant, c'est bien ajusté, mais évidemment, le grain pourrait passer. Donc, la barre traverse la première meule, la meule dormante, et arrive jusqu'à la meule volante ou la meule tournante, ici. Et au sommet de la barre de fer, le deuxième des éléments métalliques, l'anille ou fer à meule, qui est planté sur la grosse barre de fer. Et ça, c'est incrusté dans la meule volante. Les tailleurs de pierre ont découpé la forme de l'anille. Donc la meule volante, en fait, est posée en équilibre sur la barre de fer que vous pouvez voir en dessous. Ensuite, j'ai un axe ici qui va me permettre de régler la hauteur entre les meules. Alors monsieur, si vous voulez bien m'aider, appuyez là sur la grande barre que vous voyez devant vous. Voilà, vous allez voir, ça fait monter et descendre la lanterne à l'intérieur. Voilà, et ça va me permettre donc, merci monsieur, vous laissez vos coordonnées, vous commencez lundi 8h. Alors, bon, allez, 9h.
Donc évidemment, ça va me permettre de régler la hauteur entre les meules et donc la finesse de la mouture. Alors les meules, elles sont taillées un petit peu en pente. Hein, il y a une petite pente calculée. Hein. Donc ensuite, on met le grain ici dans la trémie, cet entonnoir. Ça coule naturellement dans un sabot qu'on appelle l'auger. Et là, voilà tout le génie déjà de nos ancêtres. Il y a un petit bâton qui n'a l'air de rien, qui s'appelle le babillard. Hein, ce babillard, on va le retrouver pendant des siècles sur tous les moulins, aussi bien avant que hydraulique. Et ben, ce babillard, on se débrouille pour qu'il soit accroché au sabot et qu'il touche ici la meule. Ce qui fait que quand la meule va tourner, et ben, mon sabot il va être secoué et le grain tombe tout seul. Hein, de manière automatique. C'est-à-dire que là, effectivement, on a une machine. Hein, on a même la seule machine qu'on a sur tout le chantier de Guédelon qui ne nécessite pas la force de l'homme. C'est l'énergie de la rivière. Hein, le grain, avec un petit réglage, en plus le grain tombe de manière automatique. Ça va travailler un peu tout seul. Alors, évidemment, le meunier doit quand même faire 2-3 trucs. Hein, il met un peu de grain, il ramasse, il s'occupe évidemment de l'entretien. Mais on est déjà dans une machine qui va produire énormément de moutures hein, de manière autonome. Alors évidemment, ça tombe là, il y a un trou hein, dans la meule volante qu'on appelle le yard et le grain va passer entre les deux meules. Le grain il n'est pas vraiment écrasé, là il va être ouvert, éclaté, c'est-à-dire que les meules doivent à peine se frôler. Hein, il y a ce qu'on appelle une petite lumière, alors vous avez vu on peut régler avec la trempure la distance, mais notre grain il va juste être ouvert, il va libérer l'amande qui contient la petite poudre, la fleur de farine. C'est pour ça que ça va nous faire une farine excellente. Hein, et qui a en plus des grandes qualités au niveau du levain. Dernier petit rappel avant qu'on ouvre l'eau, si on se remet dans le contexte historique, on appelle ça le moulin banal. Pourquoi moulin banal? Parce que ce moulin appartiendrait obligatoirement au seigneur ou à une abbaye. On imagine notre scénario, un petit seigneur à Guédelon, petit pays de Puisaye, un suzerain ou un supérieur lui a donné le droit de ban, c'est-à-dire qu'il va administrer les terres, il va construire un château, il va lever une armée et il va administrer aussi la population qui vit sur ces terres. Donc il va fournir à la population des installations comme celle-ci. Hein, vous avez le moulin banal, four banal, pressoir banal. Donc le seigneur fournit à la population des installations communes. Par contre la population n'a pas le choix, elle est obligée de passer hein, par ces installations. Et à chaque fois on va payer une petite taxe. On va prélever hein, une petite taxe en nature souvent. Alors là en l'occurrence dans un moulin à grains on va vous prélever un peu de grain. Hein, et vous allez payer ce qu'on appelle des banalités. Hein, donc on avait plein de petits impôts à payer sur la vie de tous les jours. Et ces impôts étaient donc d'une banalité du droit de ban. Et ces impôts étaient tellement récurrents que ça nous a donné le mot « c'est banal ». Hein, on doit payer plein de petits impôts tout le temps sur la vie de tous les jours. Il y a des traditions qui ne se perdent pas comme ça. Hein, ensuite, alors dernière anecdote, et puis après on va libérer l'eau. Hein, le droit de ban va s'appliquer une lieue à la ronde. Alors c'est d'autant plus vrai quand il s'agit d'une ville, d'une citadelle. Hein, une lieue autour de la ville, une lieue c'est à peu près 4 km. Hein, donc dans les 4 km autour de la ville, vous êtes assujetti au droit de ban. Donc vous êtes où? Eh bien vous êtes dans la banlieue. La banlieue, ça a été inventé au Moyen-Âge, hein, le terme de la banlieue, c'est-à-dire à une lieue autour de la ville, on paye le ban. Hein, ça c'est pas banal. Bon. Cher ami, voilà, mon ami meunier envoie l'eau, vous allez voir l'eau qui court ici dans le quartier. Alors vous voyez une quantité d'eau assez raisonnable, bon ça fait quand même des mètres cubes à la fin de la journée, hein. Et permet d'entraîner ici la rotation d'une meule qui fait 250 kg et qui est posée en équilibre sur cette barre de fer. Et là on a probablement aussi la bande son hein, de ce devait être un moulin du Moyen-Âge.